Bonsoir à tous. Merci Bonsoir. beaucoup Bonsoir. d'être là pour cette comédie. Quelle comédie qui traite de l'actualité de la comédie française où nous nous trouvons ce soir en direct. Inutile de le préciser. Alors, Jessica, bonsoir. Bonsoir Klaina Cavaron. Bonsoir aussi Rose Martine et Denis Podalides. Merci beaucoup d'être là pour évoquer deux spectacles. Le Malade imaginaire de Molière, qui est donc une sorte de permanence, de tube, exactement, de la maison, et évoquer une création aussi, le travail qui est en train de se faire, parce qu'en plus ce sont les répétitions, Hansel et Gretel. Donc il y a d'un côté une pièce qui se donne à Marigny, et de l'autre côté une pièce qui se donnera au studio théâtre. Comme on est dans la maison de Molière, honneur à Molière. On parle évidemment de la période que nous traversons, de cette crise sanitaire. On a chacun remis nos masques de côté. Enfin, nous sommes masqués et ici à bonne distance. Je me demandais, Denis Podalides, dans quelle mesure, dire Foirus, que vous campez, qui est un médecin, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec l'actualité et ce médecin qui est dans le rôle plutôt charlatan, en fait, et beau parleur. Et voilà. Comment est-ce que vous l'abordez, vous ? C'est un rôle qui est très très beau, et je trouve qu'il y a des plus beaux portraits de crétins, crétinissimes, de toute l'histoire du théâtre. C'est-à-dire, il essaye de vendre son fils, son neveu plutôt. Son fils. Son fils. Il essaie de vendre son fils au malade qui lui détient l'argent, dont il entretient aussi la maladie pour aussi continuer à en tirer des bénéfices. Et donc, il a un fils passablement abruti, d'ailleurs le père ne le cache pas, d'ailleurs. Il commence même par un portrait de l'enfant qu'il a été, et c'est absolument atterrant. Mais petit à peu, au fur et à mesure de ce très beau portrait, il montre précisément sa stupidité crasse est exactement la condition même d'un bon médecin, puisque un bon médecin, c'est quelqu'un qui accepte aveuglément les discours des anciens. Et qui répercute ce qu'on a toujours dit depuis Hippocrate, et que c'est à cette mesure-là qu'on doit mesurer un bon médecin. Et donc, en mariant son fils à sa fille, il est sûr de lui faire épouser un bon médecin. Alors c'est un des plus beaux textes contre l'outrance, contre le fanatisme des médecins. Il y a chez Molière une obsession qui est elle-même clinique. Je pense que l'obsession de Molière à dépeindre les médecins, elle est clinique, elle est aussi due au fait qu'il est réellement malade. Affaibli que à cette depuis période-là. les années 1665, on sait qu'il toussait énormément, qu'il atteint de fluxion et qu'il lutte en permanence contre la maladie. Donc il a affaire aux médecins en permanence. Et donc il est dans un rapport de fascination et de haine. Et donc le père vendant son fils comme gendre, c'est un double portrait de médecin, puisque le fils est un jeune apprenti médecin. Et donc cette scène-là, alors ça fait partie en fait d'une très grande scène où on voit, parce que c'est en présence de tous les personnages, ou quasiment, il me semble, il n'y a quasiment pas tous les personnages, mais il y a toute la famille qui est là, il y a Béline aussi, il y a un moment comme ça où on voit à la fois la folie d'Argan, mais qui est la folie comme celle d'Orgon dans Tartuffe d'ailleurs, en fait. C'est cette espèce de folie furieuse, de goût pour l'un pour les dévots et l'autre pour les médecins. Et puis, donc la folie, et le portrait de ces médecins qui sont... Par contre, ce qui est très beau, c'est que dans le langage, ils sont incroyablement magnifiques. C'est-à-dire que le portrait, la langue est très très belle. Et aussi la déclaration du fils qui fait, elle est une déclaration complètement délirante, qui est le contraire même de l'authenticité amoureuse, de la sincérité amoureuse, mais qui est une espèce de panégyrique complètement fou, et qui est à l'arrivée, qui est d'une drôlerie folle. Je pense que c'est un des grands moments, comme le poumon, comme ensuite cette Toinette va prendre le médecin, la vie du médecin. Ça fait d'ailleurs, partie c'est par des le grands mensonge passages que la vérité va arriver. En fait, c'est par le mensonge de Toinette que d'une certaine façon, Et oui et non, parce que quand même cette fameuse scène du poumon ne sert à rien dans la pièce. C'est-à-dire, elle ne fait pas avancer les choses.
On croit que c'est là que ça dénoue les choses, mais les choses se dénouent par une autre idée de Toinette qui vient un peu plus tard au troisième acte, qui est l'idée de la fausse mort. Ouais. Tout d'un coup, de présenter le malade arrogant, le malade imaginaire comme mort, va pousser chacun à dire les vérités de ses sentiments par rapport à ce personnage. Mais c'est ça, c'est en mais ça que je disais que le mensonge révèle, c'est-à-dire le mensonge de cette fausse mort. Mais le mensonge de Toinette en tant que médecin ne sert à rien. Enfin, Ouais. En fait, pour de vrai, il n'y a pas de changement après, quoi. Le malade imaginaire restera campé sur ses positions après le passage de Toinette en faux médecin. Donc c'est plus quelque chose d'un peu gratuit de la part de Molière, d'une sorte de farce et de quelque chose comme ça, d'un moment un peu exubérant sur la condamnation des médecins et sur la façon un peu, voilà, d'une dénonciation comme ça un peu burlesque, mais pour de vrai, dans l'intrigue, cette scène de Toinette médecin ne changera rien. C'est vraiment que du plaisir, je pense, que Molière se fait à ce moment-là. Mais le vrai moment, ça sera le moment un peu psychologique où face à la mort du malade, la fille se repentira d'avoir voulu s'échapper de ce carcan, etc. Que la belle-mère avouera avoir été stratégique depuis le début, etc. Et c'est là où lui, un peu comme dans le Tartuffe, entendra la vérité, voilà, comme quand on est sous la table, quoi. Ouais. Mais pour le coup, donc toi médecin, mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, au début, on a l'impression qu'elle va changer, qu'elle a une idée de génie et qu'elle va renverser tout. Et en fait, non, elle ne renverse rien. Elle va juste faire plaisir au spectateur, se faire plaisir à elle-même, faire peur aux malades, mais rien se... Enfin, on pourrait l'enlever cette scène pour de vrai. Il n'y a pas un avant et un après cette scène. Il y a un avant et un après pour le spectateur d'avoir un gros moment de plaisir. Mais voilà. On parle d'une mise en scène de Claude Stratz, qui est une mise en scène de 2001. Claude qui est disparu en 2007. Depuis 2001, cette mise en scène est reprise. On a passé la 500e. C'est vraiment, voilà, je pense, un record dans la maison. C'est une mise en scène qui n'a pas pris une seule ride. Comment on explique Est-ce que c'est parce qu'elle aurait trouvé d'une certaine façon la vérité de la pièce Comment vous le vivez-vous? Parce que vous, Julie, depuis le début, en fait, vous êtes dans cette pièce-là, avec différents rôles, donc vous avez une vision tout à fait kaléidoscopique aussi. Moi, je pense qu'il y a trois choses qui font que cette pièce, elle vit encore à la Comédie Française. C'est d'abord la pièce, de toute façon, et puis alors là, on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose d'un peu intemporel sur le sujet, sur ce que Molière raconte. Je pense qu'il y a l'esthétique de Ezio Tofoluti aussi qui est vraiment importante dans l'intemporalité de la pièce telle que l'a montée Claude Stratz. Enfin, il y a une esthétique qui fait que, en fait, esthétiquement, ça ne sera jamais ringard, ce malade imaginaire de Claude Stratz. Ils ont réussi ce pari-là de faire quelque chose d'assez... et honnête dans l'époque dans laquelle est écrite cette pièce. Il y a quelque chose qui suit quelque chose de l'époque et dans les costumes, etc. Mais en mélangeant quand même une contemporanéité qui n'est pas facile à dire celui-là, mais qui et dans les costumes, il y a des mélanges. Le notaire est dans quelque chose de très moderne, un costume très moderne mélangé à des costumes, par exemple des Diafoirus qui peut être un costume d'époque. Et donc ça fait ça. Et puis la mise en scène de Claude Stratz qui était, je pense, très honnête et du coup qui n'était pas dans un désir de ramener les choses aujourd'hui, mais d'être dans une honnêteté et donc ça fait que ces trois ingrédients-là, je pense, font qu'on peut la jouer encore aujourd'hui et que c'est... Vous parliez de la langue, Denis, tout à l'heure, de la langue de Molière. Je me demandais dans quelle mesure, justement, cette langue-là, dans cette maison
on parle beaucoup de langues différentes, les langues du théâtre russe, la langue de Racine, celle de Corneille, elles ont toutes leur musique. La musique de celle de Molière, quelle est-elle pour vous tous d'ailleurs? Je me demande s'il n'y a pas une qui est différente pour chacun des interprètes selon le goût qu'il en a, l'habitude, la culture qu'il a avec ça. Moi j'aime la partie du naturel temps. par exemple? Naturel, je sais pas si elle met non, elle ne met pas naturel, elle demande toujours à être travaillée, mais je l'aime naturellement. Je l'aime d'une façon assez naturelle, je n'ai pas à me forcer pour l'aimer. Et je la trouve incroyablement bien rythmée. Il y a la patine du temps aussi sur cette langue du XVIIe qui devait paraître infiniment plus prosaïque qu'elle ne l'est pour nous, et qui était une langue, je pense, relativement parlée comme dans la bonne société. Et il y a quand même une invention, pour avoir lu d'autres pièces du XVIIe, d'autres auteurs, c'est quand même très fort par rapport à d'autres œuvres du XVIIe. Les Marais, les retroussés avant, mais je donne des Marais par exemple, c'est moins bien. La prose, les vers, c'est beaucoup moins vivant, c'est beaucoup moins naturel. Il y a une sorte de naturel de cette langue, de facilité. Et puis avec le temps, c'est vrai qu'à l'entendre, je trouve que ça crée une jouissance particulière à l'oreille. Moi, je dois dire, j'ai monté Scapin, j'ai monté le Bourgeois gentilhomme. À chaque fois, quand j'entends, et quand j'entends dans Le Malade imaginaire, ces grandes scènes, le poumon, ou dans Scapin, même la première scène d'amour que vous jouez entre vous, j'entends une langue infiniment belle, raffinée, à la fois très raffinée et très populaire. C'est-à-dire, c'est très simple et en même temps incroyablement travaillé. C'est ce mélange-là. Et moi, quand je commence ce monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je peux vous dire que je suis content de lui et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Pour dire déjà que le type est idiot, un garçon qui n'a point de méchanceté. Voilà, et il y a de l'esprit immédiatement qui enveloppe la phrase et qui l'emmène. Et puis ensuite, cette réplique, je disais, elle monte, elle ne cesse de monter jusqu'à la fin de ce portrait est complètement délirante, puisqu'il dit ce fils n'a jamais voulu comprendre ni écouter les expériences et les découvertes des les expériences et les raisons des prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. Il s'emporte contre ceux qui soutenaient la circulation du sang. Alors en plus, on sait que c'est la vérité, que le sang circule. Donc ça se termine dans un espèce de coup de folie fanatique. Donc il y a, pour les acteurs, je remarque aussi, alors c'est une question, ça pour les femmes, je pense que les femmes sont souvent moins gratifiées dans Molière quand même, comme dans la plupart malheureusement des pièces du 16e, 17e, ça s'arrange au 18e, mais ce sont souvent où des jeunes filles, les rôles sont beaucoup plus courts, il n'y a pas ces grands rôles. Peut-être Toinette, c'est un des grands rôles du répertoire molièresque, qui est un très beau rôle. Le malade, je pense qu'Angélique, la jeune première, c'est un très beau rôle. C'est quand même un rôle quand même assez exceptionnel dans les jeunes premières de Molière. Parce que Hyacinthe, Kleina qui a joué Hyacinthe, il y a 2 scènes pour exister. C'est très court, mais moi ce que j'aime bien c'est que c'est court, mais généralement c'est les seuls rôles qui sont pas drôles. Les rôles de jeunes premières chez Molière, généralement, il y a toujours un message politique engagé et c'est très très clair. On comprend directement ce qu'elle recherche. Par exemple, pour Hyacinthe, j'ai ouï dire que votre sexe aimait moins que le nôtre. Et c'est bête, mais c'est vrai que l'image de la jeune première, on dit « Oh, mon amoureux, mon amoureux ». Mais en fait, non, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien sa place et elle sait qu'elle a autant de place que son homme dans son couple, dans ses histoires. Et enfin, moi je sais que j'aime bien quand même. Tant mieux. Le rôle d'Angélique que vous avez joué aussi avant de jouer à Toinette. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un peu à part, enfin un peu à part, en même temps elle a raison Kleina, c'est-à-dire que je pense que c'est finalement même dans le Tartuffe, enfin, il y a toujours quand même quelque chose les jeunes premières revendiquent quelque chose. Dans Le Malade, alors est-ce que c'est parce que en effet c'est la dernière pièce, mais il y a quelque chose qui est un peu plus développé et l'initiation et l'émancipation est beaucoup plus
le temps de se raconter. Il y a toute cette scène avec la belle-mère, avec cette fameuse phrase « les anciens sont les anciens, nous sommes les gens de maintenant ». Enfin, voilà, c'est quand même ce personnage-là qui peut porter ces phrases qui sont dingues, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, j'allais dire, eu tout un laboratoire avant dans la vie de Molière, les Tartuffes, les Scapins, l'Avare, le Bourgeois, et on arrive aux Malades imaginaires. Il y a beaucoup de personnages, d'intertextualité possible aussi, de lecture, de voir, et j'imagine que d'avoir joué beaucoup de Molière, il y a des passages entièrement repris. Ouais. Oui. C'est dans le Malade et Scapin, oui. Il y a un copier-coller qui est flagrant. Enfin, il ne change pas une réplique. Et c'est un ensemble de répliques dont il a éprouvé l'efficacité en scène et il la recolle direct. Mais ça, c'est aussi le Molière homme de théâtre qui écrit pour des acteurs, qui est toujours pressé par le temps. Donc, oui, c'est comme les cantates. Il va au plus pressé. Quoi. Oui. On reprend des blocs entiers qui ont bien marché. Ouais. Je me demandais dans quelle mesure, par exemple, Argan donne aussi une couleur. C'est-à-dire que selon le comédien qui joue Argan, emmène-t-il la pièce dans un sens ou dans un autre? Il y a peut-être un Argan plus ou moins gourmand, plus ou moins léger, plus ou moins sombre. Ici, c'est Guillaume Gallienne. Dans quelle mesure il donne une couleur? Vous l'avez peut-être davantage vu que jouer, cette pièce, Denis. Oui. Vous, Julie, pour le coup, jouer. Comment est-ce que vous éprouvez ça? Est-ce qu'il y a de ça? De toute façon, je pense que la personne qui joue Argan raconte aussi son rapport à la vie et à la mort. Le comédien qui joue Argan dépose quelque chose de très intime par rapport dans son rapport plus à la mort presque. Donc, en effet, les trois Argans que j'ai connus sur cette mise en scène, que ce soit Alain Pralon, Gérard Giraudon ou Guillaume Gallienne, sont trois personnes complètement différentes. Enfin, et ce qui est pas mal d'ailleurs, parce qu'on n'a pas choisi de chercher des psychologies un peu identiques. Ça change quelque chose et en même temps ça ne décale pas du tout le spectacle. Ça c'est ça que là je trouve que Strass est assez fort et Molière aussi quand même, parce que quand même quelle que soit la façon d'aborder son angoisse de la mort, le texte de Molière est là et il y a quelque chose comme ça qui s'impose avant tout, quoi. Mais c'est vrai que Alain était peut-être dans quelque chose de plus sec et nerveux et inquiet. Gérard Giraudon plus dans quelque chose quand même d'assez qui se complaisait un peu dans ce mensonge accepté par lui-même de cette hypocondrie, etc. Et Guillaume est dans quelque chose en plus d'un peu plus jeune, donc aussi qui est intéressant dans le sens où il ne compose pas un vieux monsieur, mais que tout d'un coup il y a une université. Ça devient très universel aussi ce rapport à l'angoisse, et c'est une angoisse aussi qui devient très actuelle, quoi. Donc voilà, je pense que ça, de toute façon, et la façon dont chacun répond aussi à cette angoisse-là. Enfin, il ne s'agit pas que d'Argan, il s'agit de tout le monde. Comment et puis les époques, parce que finalement là on va le jouer. La dernière fois qu'on l'a joué, on n'était pas dans cette crise sanitaire, donc comment tout d'un coup aussi, comment on joue avec les gens, avec le public, comment tout d'un coup il faut prendre aussi conscience que tout ce qu'on raconte... Oui, il y a un relief du texte qui est nouveau. Oui, on va forcément devoir aussi se parler entre nous de quelque chose qui quand même est très palpable tout le temps. Donc même quand un public vient au théâtre, c'est très palpable. Je veux dire, nous on joue devant des gens masqués. Enfin, moi j'en ai fait l'expérience avec le spectacle de Christophe Honoré. Et c'est vrai que les gens il y a moins de personnes dans la salle, les gens sont masqués. Il y a un code, un nouveau code qui s'installe et qu'on ne peut pas faire fi de ça. C'est très, très visible. C'est très visible, très palpable, très... Et il y a quelque chose de fragile, vous diriez? Du coup, ça vous fragilise ou justement, on a aussi à cœur peut-être
je sais pas, de défendre, de partager encore plus. Je trouve ça devient de plus en plus sacré en fait, ce rendez-vous. Ouais. Je pense qu'il a toujours été, ça a toujours été un cadeau pour tout le monde de s'offrir une place au spectacle. Je pense que c'est toujours été comme ça, comme on se fait un cadeau. Mais alors là, je pense que c'est encore plus un cadeau, quoi. Je pense que les gens ont une vraie réalité de... On grignote. C'est vraiment un peu le dernier métro, quoi. On s'offre le dernier métro. Parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès que peut-être ça va, tout d'un coup, tout va s'arrêter pour reprendre après. Mais donc, ces moments de théâtre-là, en ce moment, je trouve il y a quelque chose de très touchant, quoi, parce qu'on sent que les gens, c'est une vraie décision de venir, de passer 2 heures, 2 heures et demie masqués, sans bouger. C'est une souffrance aussi. Comme dirait Truffaut, oui, c'est joie, mais c'est aussi une souffrance. Enfin, voilà, il y a quelque chose quand même, on fait ce choix-là et ça devient encore plus... oui, ça devient un peu sacré, ouais, je trouve, ce rendez-vous. Très touchant, quoi. Vous avez ce même sentiment, Rose, Kleina, Denis, sur ce moment de théâtre en tout particulier, et puis j'imagine ce moment aussi dans la troupe. Je n'ai pas joué au théâtre depuis des mois. Ouais. Je n'ai fait que répéter. Ouais. Donc je ne sais pas, mais et puis je pense que le Malade, pour le coup, j'ai l'impression que c'est vraiment la pièce pour aujourd'hui. Ça. Ouais. Parce que dans la salle, tout le monde se dit est-ce que je vais être atteint ou j'en suis sorti. Enfin, tout le monde est concerné par la maladie qui rôde, donc d'entendre parler de ça, un malade imaginaire, forcément, ça crée des combustions mentales différentes. Et je pense que ça ne peut qu'intéresser. Mais bon. Moi, je n'ai pas joué depuis le confinement. J'avais arrêté de jouer pour me confiner. Je ne suis pas retournée sur scène depuis. Et je suis retournée au théâtre pour la première fois voir Bajazet. Et j'ai jamais été contente, même en portant un masque et en n'ayant pas trop... Bon, par chance, c'était quelqu'un que je connaissais à côté de moi. Mais on se regardait avec Léonidas, avec qui j'étais à côté, on se disait... C'est un regard, on a de la chance d'être là, évidemment avec tout ce que ça impose, de ne pas trop pouvoir se toucher, mais il se passe quelque chose d'un coup à l'intérieur. Pour des théâtreux, c'est super de se dire je vais m'asseoir et regarder quelque chose que j'aime. Mais là, dans cette période, la jubilation, j'avais presque l'impression d'avoir la même joie que ceux qui pouvaient retourner sur scène après des mois confinés. C'est d'un coup, je vivais autrement la pièce. J'essayais d'avoir chaque mot, d'avoir chaque mouvement. Et puis c'est bête, mais bien de les garder en tête en me disant que peut-être en ressortant, on va avoir une nouvelle. On peut risquer de ne plus pouvoir jouer. Donc oui, je comprends tout à fait cette chose de sacré là, de vraiment un cadeau, et puis un cadeau aussi que les gens acceptent de nous faire à nous qui jouons, de dire malgré tout ça, on arrive et notre présence, on vous l'offre, tout comme nous, on peut offrir un spectacle. Oui. Dans Bajazet, vous jouez en ce moment, Kleina, toute la troupe a cette espèce d'électricité palpable, vous diriez? Oui, le spectacle, on arrive déjà sur scène un quart d'heure avant le début. Et c'est assez bizarre quand on arrive sur scène, on se dit ce soir c'est la dernière. À chaque fois on se dit ça, surtout ces derniers jours. Et ça rend vraiment ce rendez-vous très excitant. On a vraiment envie de partager avec le public, de le faire rire, de le faire réellement pleurer, qu'il aime ce qu'il voit. Et nous, ça nous fait... Ça émeut un peu quand même. Ouais. Et c'est beau, et on voit dans leurs yeux quand ils applaudissent, quand ils disent bravo derrière leur masque, qu'ils sont émus, et c'est beau d'arriver à avoir ça dans des yeux seulement. Et voilà. Denis, je crois qu'il faut qu'on vous libère, parce qu'il est l'heure. Oui. Mais un grand merci d'être venu nous voir. Et puis, ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller au théâtre, je le dis déjà, ce Malade imaginaire, il sera retransmis au cinéma, Pathé Live, le 5 novembre à 18h. Donc voilà, c'est aussi... Et dire aussi qu'on joue, parce que c'est quand même un horaire qui n'est pas habituel, on va jouer à 11h du matin. 11h et 16h le week-end, exactement. Ouais, 16h le mercredi. Ouais. On tombe sur des horaires qui sont pas habituels. À quelle heure Bajazet?
18h. 18h. C'est dans la petite salle du... C'est Oui, jusqu'à quand Jusqu'au 17. 17 novembre. Ah. Vous chaussez. Non, donc, Un grand merci d'être merci à vous. venu Merci. nous voir. Et à donc demain, toi. À demain. À bientôt. Ouais. Comme vous commencez le 19. J'espère. J'espère fort aussi. Non, mais j'ai des gros doutes là en ce moment. J'espère. J'entends tout le temps les gens dire. Salut Denis. À bientôt. À bientôt, merci à vous. Un instant sur cette pièce, Julie, vous connaissez vraiment absolument par cœur. C'est aussi avec cette pièce que vous êtes entrée au Français. Ouais. C'est un peu comme les danseurs étoiles quand ils sont nommés sur un ballet. C'est la même chose. Non, mais c'est dingue, et c'est cette pièce. Et en plus, je pense que c'est grâce à cette pièce que je sais depuis combien de temps je suis dans cette maison. C'est-à-dire qu'à force de dire alors le malade, donc là, après 20 ans, bon, je pense que sinon, moi je ne me dirais pas ça fait 20 ans que je suis là. Je pense que c'est peut-être le malade qui est un peu mon curseur pour me dire oui, voilà, ça fait puisque je suis rentrée avec cette pièce. Ouais. Mais qui m'eût cru. Enfin, en plus, je suis rentrée, moi je ne suis pas rentrée pensionnaire sur cette pièce, j'étais. Artiste auxiliaire quand j'étais sur cette pièce, donc j'étais intermittente encore. Et c'est le cas de Kleina en ce moment, voilà. C'est ce même statut. Et après, voilà, ça fait comme ça. Mais donc, oui, c'est drôle. Puis de jouer une pièce aussi longtemps, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit 20 ans, on peut voir qu'un jeune homme ou une jeune fille de 20 ans, on fait, ah ben voilà, ça c'est la taille, c'est la taille que je fais dans cette baraque. En général, ils ont presque 1m80 et ils sont quand même, ils ont 20 ans quoi. Et on fait, ah ouais, 20 ans. 20 ans en fait c'est ça quoi, 20 ans, c'est cette grande personne. Donc oui, c'est assez marrant, ça me sert de... Et ce qui est beau aussi vraiment dans cette maison, c'est l'idée du passage de témoin, parce que Catherine Yegel, qui était votre professeure, a été votre toinette, si je puis dire. Donc il y a vraiment cette passation. Qu'est-ce que vous en gardez justement de cette relation que vous aviez avec la toinette de Catherine Yegel? Et quand aujourd'hui, clac, c'est vous qui êtes toinette, votre relation avec l'Angélique? J'en garde tout parce que ce spectacle, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de risette, quoi. Je sais pas, on n'efface pas des choses et c'est pas l'inceste. Même quand Guillaume arrive ou quand Gérard Jourdan, on n'efface rien. C'est des couches en fait. Donc moi j'ai joué Angélique, c'est moi qui ai proposé après à Muriel Mayette de jouer Toinette parce que Muriel qui jouait Toinette, moi j'ai eu Yegel et Mayette en Toinette, mais elle était devenue administratrice, donc je dis moi j'ai vieilli, j'ai grandi, je connaissais tout par cœur, donc c'était facile. Et donc voilà, le truc se fait, mais moi ma toinette n'est pas... elle est ma toinette, mais avec les couches de Catherine, de Muriel, et comme je pense que toutes les Angéliques qui m'ont suivie, comme je passe le relais à chaque fois, on n'efface rien, quoi. Mais on se sent dépositaire de quelque chose, complètement. Missionné aussi. Ouais, et puis le fait aussi que le metteur en scène ne soit plus, j'imagine qu'il y a aussi à cœur de faire vivre bien sûr qu'il ne soit plus. Et puis en plus, c'était quelqu'un qui avait une façon de diriger qui fait qu'aujourd'hui, moi encore, quand je joue le malade, je me souviens des notes. Même si moi, il ne m'a jamais dirigée d'Antoinette. Et quand il me dirigeait d'Angélique, il me disait attention, là, tu ressembles de plus en plus à Toinette. S'il l'avait su qu'un jour j'allais jouer Toinette, il dit ah non, fais pas ta Toinette et tout ça. Mais moi, non, n'empêche que je travaillais avec Catherine et tout ça, et que j'entendais les notes qu'il disait à Catherine, et que tout, on entend tout. Et que quand je repasse le relais maintenant des Angéliques à Claire de la Rue du Camp, à Elissa, etc., à Léonie Simaga, moi, j'ai l'impression de leur redire tout ce dont je me souviens qu'ils disaient. Et il était tellement clair et tellement pas autoritaire, pas dans son caractère, mais autoritaire dans sa direction, que moi, je joue encore ce spectacle avec les notes de Claude dans la tête, quoi. Donc, c'est ça où je trouve je pense qu'il c'était très fort ce qu'il a fait.
On parlait du statut d'auxiliaire, qui est le statut qui est le vôtre, Kleina, en ce moment. Voilà, c'est un premier pas dans cette famille du français. Est-ce qu'après on devient pensionnaire? Est-ce qu'après on part faire autre chose, etc. Ça, personne ne le sait, j'imagine encore. Il y a des rêves sûrement, mais peut-être déjà, vous qui êtes toute jeune, cette maison, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Vous y avez déjà joué pas mal, vous êtes bien distribué, on le disait dans Bajazet, vous avez donc joué Scapin, et puis là, avec cette création dont on va parler dans un instant, avec Rose Martin dans Hansel et Gretel, ça représente quoi cette famille? Quand on arrive, on est soutenu, on est en même temps impressionné, c'est quel genre de vertige? C'est assez impressionnant. Je sais que quand je suis venue passer une audition dans les salles de répétition tout en bas et je me sentais toute petite. Je croisais des gens, je me disais bonjour, salut, c'est moi. Et c'est vrai que dans Scapin, j'ai eu de la chance, c'était une petite production, ce qui fait que j'ai vraiment pu connaître tous les acteurs. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment des acteurs bienveillants et il y avait beaucoup de choses à apprendre de chacune des personnes, de leur façon de jouer, de leur façon d'appréhender le théâtre, la vie. Et c'est fou comme en aussi peu de temps on apprend beaucoup de choses sur le théâtre et sur ce qu'est cette maison, quoi, toute l'histoire qu'il y a derrière. J'ai eu la chance en plus de faire l'hommage à Molière de l'année dernière et c'était quelque chose, quoi. Oui, puis ce que je trouve très touchant, et on a pu en profiter d'ailleurs pendant le confinement, ou si jamais on était un peu fidèle à la Comédie Française avec les réseaux sociaux, on voyait beaucoup de reprises de spectacles, vidéos, etc. C'est un peu, je faisais un parallèle tout à l'heure avec le Ballet de l'Opéra de Paris, mais c'est un peu pareil, c'est cette idée de troupe. Et ce qui est très émouvant, c'est de vous connaître dans des rôles différents, de voir le même acteur qui un jour peut jouer l'imbécile heureux, le lendemain il est misanthrope, voilà. Et ça aussi c'est pas banal, parce que finalement il y a peu d'endroits en France qui offrent ça. Non, c'est assez fou, parce que par exemple, là, j'ai travaillé avec Gilles sur Les Faubourgs de Scapin, et là je le retrouve dans Hansel et Gretel. Et c'est un rôle complètement différent, mais c'est génial, enfin... C'est deux pères, mais c'est pas du tout les mêmes et c'est fou de voir comment on passe de l'un à l'autre avec le même acteur et que tu peux faire ça en l'espace de même pas 6 mois. C'est génial. De temps en temps, ils font ça dans l'espace d'une soirée. Oui. C'est encore plus facile. Une journée, ouais. C'est ça. Alors Rose Martin, on vous a encore très peu entendu. Vous êtes, j'allais dire, l'auteur de ce spectacle, parce que c'est Hansel et Gretel, c'est un conte, d'accord. Les frères Grimm, ok, il y a même plusieurs versions, laquelle on choisit, vous l'appropriez, vous la faites vraiment vôtre. C'est un spectacle à destination du jeune public, mais pas que, c'est toujours pareil, les spectacles du jeune public sont faits pour être vus par tous. Comment vous vous êtes approprié ce conte-là, cette morale aussi? On parlait du malade et du fait qu'il y a une véritable actualité dans le texte. Finalement, il y en a une aussi, sans doute, dans Hansel et Gretel qui peut vous parler aujourd'hui. Vous l'avez appréhendé comment? C'est drôle parce que je suis partie donc de ce conte ancien et j'ai essayé de ramener un petit peu à une actualité. Notre actualité, pas forcément là, aujourd'hui, en France tout de suite, mais aujourd'hui, dans le monde, et qui peut avoir un impact sur la France. Moi, je viens de Guyane. Je suis originaire d'Haïti, mais je viens de Guyane. Et j'avais envie, au début, de créer Hansel et Gretel perdus dans la forêt amazonienne. Donc, avec toute cette verdure, tout ce qui peut faire peur et rêver en même temps. Tout ce qui fait rêver, parce que c'est de l'autre côté de l'Atlantique. Et finalement, j'ai un Hansel et Gretel assez pauvre en décor, parce que j'ai une grande peur, moi venant de Guyane, donc d'Amazonie, de tout ce qui se passe en ce moment et depuis 2 ans grandement, en quoi est-ce qu'on peut transformer notre forêt si on fait n'importe quoi avec tous les projets qu'il y a, parce qu'on sait que la Guyane est un département français qui a énormément d'or, énormément de ressources.
C'est aussi de là que décollent les fusées européennes, parce que c'est super par rapport à l'Équateur. Mais on a déjà tellement enlevé pour avoir le droit d'envoyer les fusées. Si on va chercher toutes les ressources, chercher les ressources, pourquoi pas. Mais les retirer et au passage tout piétiner, tout casser, moi c'est quelque chose qui m'atteint. Et ça déracine. Oui, ça déracine totalement. Et moi j'avais envie de partir de ça, de dire, par exemple, le décor c'est un arbre coupé, tombé, et dessus il y a tout. Et dans cet espace on crée tout. En quoi est-ce qu'on peut transformer le poumon de la planète si on ne fait pas attention? Et en même temps, en ayant très bien conscience que c'est le même État qui nous dit fumez-tu qui les vend, la fumée. Donc je sais très bien que je crée cet espace, et moi je jouis de tout le papier, de tout ce qu'on utilise en cassant l'Amazonie, mais moi comme j'y viens, ça me fait mal. Donc il y a un peu cette chose-là. Et puis aussi l'abandon d'enfants, on est en 2020, il y a, je le suis sûre, des endroits dans le monde encore où c'est compliqué pour des mères de famille ou des familles tout court de garder leurs enfants. Il y a plein d'enfants qui sont vendus. Moi, par chance, j'ai pas eu ce malheur, mais en passant d'Haïti pour arriver en Guyane, j'ai connu des enfants qui n'allaient pas retrouver leur famille, qui étaient vendus. En 2020, qu'est-ce que c'est qu'une mère qui se sépare de son enfant parce qu'en fait, elle n'a pas non plus les moyens de nourrir. Donc, un enfant, en 2020, il y a des enfants qui meurent de ça. Beaucoup, beaucoup, trop. Donc, il y a aussi toutes ces choses-là. Et moi, comme je viens d'Haïti, donc le rapport aussi à la culture, les chansons, finalement, le lien qu'il y a entre ces contes, et on a des chansons dans la Caraïbe où finalement, qui disent exactement ce qui se passe dans ce conte européen. Comment est-ce qu'on arrive à faire ce rapport, ce lien? Je ne les ai pas inventés, ça existe. Et du coup, de ce lien et de cette chance que j'ai d'avoir toutes ces cultures, de les mélanger pour les ramener, j'espère, au goût du jour et le présenter au public, qui ne se disent pas en sortant « Ouais, je vois à peu près, c'est un vieux conte qu'on nous a remis sur le tapis ». Non, j'ai besoin qu'on sente qu'actuellement, il y a des urgences ou des cas plus ou moins graves qui se passent et que ce conte en rend compte. Oh, c'est beau ça, c'est magnifique. Mais justement, vous dites conte, vous parlez aussi de cette identité, de cette culture créole. Le conte sans le conteur n'est pas un conte. Oui, alors ça laisse aussi toute une part à l'imaginaire et à une nouvelle parole, enfin une appropriation de la parole et une appropriation du conte. Oui. Il y a un artiste. En tout cas, j'ai une grande sensation que le conteur est quelque chose d'inconnu ici. Et pas ici à la Comédie Française, mais en général un peu plus en Europe, parce que ça vient beaucoup de la Caraïbe, d'Afrique et d'ailleurs. Mais nous, quand on parle de conte, c'est La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, tout ça, nous, c'est écrit. Or, dans la Caraïbe, les contes ne sont pas écrits. Un conte est quelque chose qui tourne dans l'oralité. C'est d'un coup, je l'ai raconté à Klaina m'a raconté, c'est le téléphone arabe, finalement le conte. Je deviens conteuse puisque je lui raconte, et ce qu'elle va raconter à Julie, elle est libre d'ajouter ce qu'elle veut ou pas sans me trahir. Puisqu'elle a pris ce qu'elle avait à apprendre de moi et après elle transmet autrement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a un conteur, c'est un personnage rajouté dans Hansel et Gretel qui est le conteur. Et un conteur n'est pas un narrateur. Parce que le conteur a la possibilité d'avoir une interaction avec son public et c'est pas des fausses questions. Il attend une vraie réponse. Et il s'adapte. Et il s'adapte et il devra s'adapter. Parce qu'un public qui n'a pas l'habitude, c'est le défi qui est intéressant. C'est tout le défi. Parce qu'on ferait ce conte en Guyane, les gens sont habitués, les gens savent quoi répondre. On pourrait enchaîner des charades qu'ils sauraient répondre. Un public qui n'a pas l'habitude, on lui dit alors j'arrive et je dis est-ce que la cour dort? Est-ce qu'ils en savent de si c'est une question? C'est pour ça que c'est bien de poser la règle. C'est un petit peu ce qu'on fait dans le conte, de dire bon, on est dans quelque chose qui s'appelle un conte, avec moi qui suis le conteur. Le conte, ça fonctionne comme ça. Quand je vais vous dire ça, vous répondez ça. Et si je vous dis ça, vous répondez ça. C'est un peu comme chez Shakespeare, en fait. Dans Le Songe d'une nuit d'été. Oui.
c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, quelque part. Ouais. Et du coup, d'amener cette chose-là et d'amener du vivant. On a envie que ce soit au présent sur scène et ce sera d'autant plus au présent que le public l'emmène. Et que si le public il dort, ce qu'on appelle est-ce que la cour dort, c'est-à-dire si on n'arrive pas à la voir, il faut se bouger pour le réveiller, ce public. On ne se dit pas, bon ben ok, il dort, je continue mon histoire. L'histoire n'est pas là pour qu'on se le raconte entre nous. On le sait, on le répète depuis 3 semaines, on connaît maintenant l'histoire. C'est de le partager et si quelqu'un ne suit pas, alors de bien faire en sorte de se faire comprendre. Et toutes ces choses-là, bon bah, vous jouez Julie la sorcière et vous jouez Kleina Gretel. Comment est-ce que ça met en branle, j'allais dire, un jeu différent que d'être dans cet espace de création et de création permanente? Parce que voilà, sur scène, on ne sait pas comment ça va prendre et bon, on ne le sait jamais, vous me direz, mais il y a des textes qu'on file quand même. Alors que là, visiblement, il y a autre chose. De toute façon, il y a quelque chose qui est quand même assez excitant, c'est Hansel et Gretel. Moi, je le connais par les frères Grimm. Donc, c'est sûr que ce que nous propose Rose avec, en effet, tout un univers créole et comme ça, d'un conte qui serait beaucoup plus décomplexé que des Grimm qui sont dans un cadre très que j'adore, hein, mais qui est beaucoup plus austère, etc. De raconter des histoires qui sont quand même des histoires terribles et de le raconter avec ces chants, cette esthétique, etc. Et toute cette culture-là qui est complètement, qui est très joyeuse, qui est pleine de vie. Donc c'est de raconter aussi des... Tandis que les frères Grimm étaient dans l'austérité, dans une sorte de réalité très noire, etc. Là, on est dans la couleur et dans des chants qui peuvent être très joyeux en racontant des choses terribles, quoi. Donc, ce décalage-là, il est super. Voilà. Et qu'en plus, les enfants sont dans ce décalage-là, je pense. Oui, dans ces ruptures, dans ce contraste, et de ne pas avoir peur de passer de l'un à l'autre. La sœur... Gretel, ici j'ai l'impression que Kleina, en lisant un petit peu des notes, c'est vraiment, pour le coup, c'est pas la petite sœur comme ça qui suit son grand frère. Non, elle est complètement maître du jeu aussi. J'allais dire, c'est vraiment un côté gémellité, quoi. Le frère, la sœur, les deux ensemble sont dans le même combat. Elle le sauve même. Oui, ah oui, c'est ça. Non, mais dans les frères Grimm, il y a quelque chose de plus plus dans la suite, quoi. C'est-à-dire que je suis la petite sœur, et puis à la fin, elle se révèle, mais pendant tout le cours, alors là, j'ai l'impression je sais pas comment Kleina le vit, enfin, comment elle perçoit son personnage. Moi, ce qui me... Moi, le souci dès que c'est un enfant ou même les jeunes filles, moi, j'ai toujours tendance à dire, ok, les jeunes filles, et même c'est prouvé, ont des cerveaux qui fonctionnent beaucoup plus vite que les garçons. C'est un fait. Donc, elle est toujours montrée dans les versions. Moi, j'ai lu plein de versions avant de me défaire totalement. Et avec ce dont je me rappelle d'écrire le conte. Mais à chaque fois, on dit qu'elle pleure. Et son frère doit la consoler. Mais à chaque fois, à chaque version. Et là, c'est plutôt une Gretel qui a compris le principe et ce qu'on attend d'elle, c'est d'être quand même la sotte, la sage, mais quand ça va pas, elle fonctionne, elle a un cerveau qui tourne. Et de trouver cette chose-là, de dire, elle est capable de sauver son frère. Au final, lui, il a eu l'idée des petites pierres et des miettes de pain, ça n'a pas marché. Sauf que toutes les idées qu'elle a eues ensuite sont 2 fois plus grandes. L'histoire de l'os, la sorcière qu'elle jette, elle a fait un parcours initiatique, elle s'est émancipée du carcan de ce qu'on imaginait qu'elle devait être ou devenir. Mais après, c'est sûr, c'est ce que je me raconte et c'est pas du tout ce qu'elle se raconte. Alors, votre ressenti à vous, Kleina? Moi, j'aimais bien, parce que je me posais la question au début, je pensais qu'elle était légèrement plus jeune que lui, je me suis dit, comment on va faire? Mais en fait, non, ce qui est bien, c'est qu'on est jumeaux, donc on travaille vraiment d'égal à égal, on est 2 personnes à part entière, c'est vraiment Hansel et Gretel. C'est pas Hansel et Gretel, une seule et même personne. Et non, c'est dans l'écriture, c'est vrai que ça se voit, il y a un parcours au début, on est un peu plus
On pleure, on est douce, mais dès que ça va mal, on se ressaisit et on dit arrête de pleurer, vas-y, on continue, on avance, on part, on va s'en sortir. Et c'est bien. Et jusqu'au bout, c'est dur, parce que la mère, quand même, il faut parler du rôle de la mère, vous l'évoquiez un petit peu, Rose, tout à l'heure, mais là aussi, la mère n'est pas toujours traitée pareil dans j'allais dire, le départ de l'histoire. C'est souvent... Et la fin. Que la première Moi, version, j'avais oublié la mère. fin, en fait. J'avais oublié la fin. De la mère. J'avais oublié que la mère n'était plus là. Bah oui, c'est affreux. Enfin, je veux dire, quand enfant, on pourrait se réjouir, en fait, il y a à nouveau un coup d'arrêt. Mais dans la première version de 1812, c'est la mère. Et ils ont réécrit 3 fois encore, à partir de 1819, c'est la belle-mère. Parce que la troisième version vraiment de 37, il y a eu la bien-pensance, et puis la situation, le niveau de vie a augmenté. Donc, on abandonnait vraiment les enfants dans les forêts de Hesse. Et vraiment, c'est d'un coup, c'était possible de garder des enfants, de trouver d'autres solutions. Donc, c'était pas bien vu que ce soit la mère, ils ont mis la belle-mère. Et au passage, pour faire oublier tout ça, il y a un prologue avec un canard qu'on comprend pas très bien. Et j'ai fait le choix de garder la mère et de justifier le fait que le canard, c'est peut-être la mère. Aussi parce que dans la culture haïtienne, il y a la réincarnation. On peut se sacrifier et se réincarner en autre chose. Du coup, comme si cette décision si dure pour la mère, elle en est morte, quoi. Au prix de sa vie, elle l'a prise et après, elle s'est sacrifiée. Et quelque part, elle est devenue la petite fée qui vient aider ses enfants à rentrer chez eux. Mais c'est assez violent comment est-ce qu'à chaque fois, c'est comme le rapport Hansel qui sauve toujours sa sœur, c'était toutes les mauvaises décisions, c'était la mère. Et le père, il disait, bon ben d'accord ma femme, bon ben, mais non c'est trop dur, mais non tu comprends pas que il faut qu'on le fasse. Et là c'est vraiment ils discutent. Ouais. Elle emmène les décisions, mais elle l'amène à contre-cœur en disant c'est ça, on va les voir mourir sous nos yeux et c'est pire. Et dans le prologue, moi que je propose, c'est on raconte quand même qu'ils ont désiré ces enfants. Parce que on ne sait pas, dans les contes, dans toutes les versions de Grimm, on dit qu'il y a une famille avec des enfants et ça souffrait. On ne sait pas ce qui est arrivé avant. Même quand c'est la belle-mère, on ne sait pas ce qui est arrivé à leur mère. Donc là, c'est de dire, bon, pour qu'elle l'abandonne, et que ce soit vraiment violent, comment est-ce qu'ils sont arrivés? Comment est-ce qu'ils ont été attendus et désirés pour finalement se dire des années après, j'en peux plus, on les abandonne. Voilà. Il y a cette idée aussi une fois qu'ils sont sauvés, ces enfants, on pourrait se dire qu'on s'arrête là et que ça y est, ils n'ont plus de soucis matériels. Parce qu'ils ont pris tout l'argent chez la méchante. Vous allez me dire d'ailleurs à quel point c'est plaisant de jouer une méchante. Mais il y a ce souci aussi de la culture, de se dire bon bah voilà, maintenant on n'a plus de soucis à se faire pour se nourrir, mais on va penser à nourrir notre esprit. Oui. Ça, ils se disent important. Beaucoup. Pour moi, c'était important. Je ne l'ai pas beaucoup amené, puisque c'est venu plutôt par les mots. Parce c'est plus une histoire de temps. Mais de se dire, il se répète au moins 3 fois, on ne sera plus un problème. Déjà, ça, c'est réglé. On ne sera plus un problème que débouler contre un mal. Et ils se disent, maintenant qu'on ne sera plus des problèmes, on va aller à l'école. Et elle dit, oui, et moi aussi, je vais aller à l'école, oui. Et après, ils vous auront des habits, parce qu'on dit qu'il fait froid tout le temps, mais ils ne sont pas du tout habillés chaudement dans la pièce. Et après, de se dire, on va aller à l'école, on va avoir des relations aussi, la question de on va avoir des amis. Parce que souvent, quand on n'a pas les moyens, quand on est très pauvre, c'est pas vrai qu'on a toujours plein de copains et que ça emmène aussi ça de se dire aller à l'école, pouvoir s'habiller, avoir des copains. C'est ce qui nous paraît normal pour nos enfants aujourd'hui actuellement. Et ce qui paraît normal, en fait, ils rêvent juste d'une vie normale. C'est ce que dit le conteur à la fin au final. C'est qu'ils ne disent pas on est riche, on va partir, on fait les rêves que les gens pourraient faire au XXIe siècle une fois qu'ils sont riches. Non, c'est on n'aura plus faim et on va pouvoir aller à l'école. Et ça se termine sur, d'ailleurs, la famille et les enfants devenus adultes.
de se rendre compte que ça se termine, et quand ça se termine, le compteur devient, pas tout dire, il y a le compteur qui est invité à manger, et il n'est plus le compteur quand il va s'asseoir avec eux. Et je me raconte, c'est comme si d'un coup, cette famille qui n'avait pas les moyens de se nourrir, une fois qu'ils ont les moyens, et des années après, n'importe qui pourrait passer à leur table, et ils auront toujours à manger. Ouais. C'est ça que j'ai envie de terminer sur ça, parce que Gretel dit au compteur qui passe, vous avez faim, nous avons à manger pour 4 et une chaise de vide. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de passer, qu'on sente aussi que pendant toutes ces années, cette maison a peut-être été le refuge de tous ceux qui n'avaient rien à manger. Se quitter peut-être du coup, Julie, quand même sur ce personnage de sorcière, savoir si jamais les gens qui nous regardent emmènent des enfants qui seront bientôt terrifiés ou pas du tout. Elle est comment, votre sorcière? En tout cas, est-ce que c'est jouissif de jouer la sorcière? De toute façon, c'est jouissif de jouer. Ça, c'est super aux Français de qu'on fasse ça des spectacles pour enfants, parce qu'on a des fois la frustration de jouer des spectacles qui ne sont pas accessibles à des enfants. Moi, j'ai des enfants, donc je suis ravie de jouer dès que c'est possible, dès qu'on me le propose dans des spectacles pour enfants, parce que c'est quand même... voilà, on a envie de faire ça aussi pour ça. Et de jouer la sorcière, c'est quand même... c'est super cadeau, parce qu'on surfe surtout, on sait ce qui nous a fait peur nous, mais maintenant, ce qui nous a fait peur avant, c'est pas ça qui fera peur aux enfants d'aujourd'hui. Les enfants changent, les enfants voient des choses de plus en plus terrifiantes, donc soit il faut... c'est pas une surenchère, on ne pourra pas rivaliser avec Harry Potter et Voldemort. Et en même temps, peut-être d'aller vers des trucs tellement basiques, tellement naïfs, seront peut-être les trucs qui marcheront le plus. Où est-ce qu'est l'imaginaire collectif? Comment on peut encore lui faire confiance au truc du le rire idiot de la sorcière, mais finalement ça marchera toujours. Et qu'il faut peut-être pas aller chercher des trucs, faut pas trop compliquer. Enfin voilà, c'est assez rigolo. C'est un peu comme faire des pièces qui font rire. Il y a toujours qu'est-ce qui marche pas. Enfin voilà, une efficacité entre guillemets comme ça d'instantané. Et c'est le même instantané, mais il faut que ça fasse peur, quoi. Et pas trop. Mais quand même, si, faudrait que ça fasse peur. Faudrait que ça fasse peur, je pense. Enfin, faudrait que ça fasse peur, en tout cas, faudrait qu'on ait peur. C'est pas que la sorcière doit faire peur, c'est qu'on doit avoir peur pour les enfants, je pense. C'est surtout cette peur-là maintenant qui peut être intéressante. Oui, c'est pas forcément une image terrifique, c'est plutôt une image de danger, quoi. Quel danger ce personnage crée sur les enfants. Donc c'est pas forcément... c'est pas une image qui fait peur, c'est plutôt, c'est une interaction, c'est tout ce qu'elle peut faire aux enfants. Finalement, la peur des enfants aujourd'hui, c'est ça, hein, quand on parle des enfants en danger, c'est pas tellement... on est tellement habitué à ce qu'ils voient des images terribles. C'est plutôt ce qu'ils peuvent vivre dans leur vie de terrible. C'est là-dessus que la peur peut se jouer, quoi. Donc voilà, non, ça c'est intéressant. Que tous les spectateurs emmènent ces enfants à la fois rire aux malades imaginaires aussi, hein, et pleurer et rire toujours pareil pour Hansel et Gretel. Voilà. Non, mais c'est vrai que dans les deux cas, de façon très différente, on passe par un spectre d'émotions qui est extrêmement large et très contrasté, en fait. Et dans les deux cas, je pense que les parents et les enfants ont quelque chose à entendre. Tout à fait. Un grand merci d'être venu pour ce Quelle comédie. Un grand merci à Arthur Lenoir qui était le maître d'œuvre de tout ça. Et puis dire quand même quelques renseignements très importants. Cette semaine au Français, Le Malade imaginaire, donc vendredi 17h30, vous allez me dire si je me trompe, 2 fois le week-end, enfin 4 fois du coup le week-end à 11h et à 16h. Il y a le mercredi. Et le mercredi aussi à 16h. Et puis donc, comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui n'auraient pas la chance de venir, ils peuvent se consoler parce que ce sera donc retransmis au cinéma Pathé Live le 5 novembre à 18h. Hansel et Gretel, pour l'instant, c'est en train de se préparer. Ce sera au Studio Théâtre à partir du 19 novembre, 18h30. Et puis, la semaine prochaine, même heure, ici, Belindola animera une rencontre autour de Bajazet, actuellement à l'affiche avec vous, Klaina. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci beaucoup. Merci.